Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV dans l'actualité de ce vendredi 21 février 2020. Encore des pêcheurs disparus en mer. Ils étaient 3 à bord de la pirogue qui a chaviré il y a 3 jours. Et jusque-là, aucun corps n'a été repêché. L'opération Sàmm Sunu Kaaraange à Touba porte ses fruits. Un mois après son lancement, 1039 individus ont été interpellés pour diverses infractions. Plus de 4 tonnes de riz impropre à la consommation et 9 kg de drogue dure saisis. La police de Touba a lancé la deuxième phase. La journée internationale de la langue maternelle célébrée aujourd'hui. Le ministre sénégalais de l'Éducation nationale a livré un premier bilan du projet d'intégration des langues nationales dans le système éducatif. 3 langues sont en phase test dans cette région du Sénégal et les résultats sont prometteurs selon Mamadou Tall que vous entendrez tout à l'heure dans ce journal. Et l'invité du vendredi, Cheikh Tidiane Sarr, le directeur des infrastructures au ministère des Sports. Hier, lorsque Macky Sall lançait les travaux du stade du Sénégal, il a exprimé son souhait de voir le Sénégal prêt dans 4 ans à organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Avec notre invité ce soir, nous allons parler des infrastructures sportives au Sénégal en mettant l'accent sur les manquements. Le développement, c'est dans un instant. Nous avons appris il y a quelques minutes le rappel à Dieu du décès le rappel à Dieu du khalife de Pâle, Elhadji Lamine Ngom, et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Une forte tristesse ce matin au quai de pêche de Soumbédioune. Une pirogue a chaviré il y a 3 jours avec à son bord 3 pêcheurs. Aux dernières nouvelles, aucun corps n'a été repêché. Nos reporters Boubacar Dieng et Augustin Mandon se sont rendus là-bas ce matin. Et sur place, l'on a dénoncé le retard dans les secours. Reportage. Soumbédioune, la mer est calme en ce début de matinée. Une fine brise nous accueille sur la berge. Des centaines de pirogues sont alignées. L'ambiance est morose après la disparition en mer des pêcheurs. Ça fait déjà 3 jours et le débat reste à l'ordre du jour. Blaise Mbengue est un ami intime des pêcheurs disparus. Il était d'ailleurs parti à leur recherche. C'est désolant et c'est triste comme vous pouvez le constater. Triste surtout parce que les parents n'ont aucune nouvelle et ils n'ont pas encore retrouvé les corps de leurs fils. Ils étaient partis pêcher au niveau des bancs de sable. C'est peut-être ce qui a causé l'accident. La plupart des disparitions en mer sont causées par le non-respect des mesures de sécurité. Blaise déclare que ses amis avaient pris les dispositions nécessaires, mais la mer était agitée ce jour-là. L'espèce de poisson qu'ils étaient allés chercher est plus abondante quand la mer est agitée. Ces poissons sortent et trouvent refuge dans les bancs de sable. C'est pourquoi ils en ont profité pour aller les chercher. C'est peut-être ce qui a causé l'accident. 3 jours sont passés depuis, mais pas l'ombre d'une pirogue ni de ses occupants. Au petit matin, nous sommes partis à la recherche. Nous avons vu la pirogue et le moteur, mais aucun des 3 pêcheurs. Le pire, c'est qu'ils sont tous des jeunes. Le capitaine de la pirogue est né en 1997. Toutefois, les pêcheurs déplorent l'intervention tardive des secours. Nous avons besoin d'aide dans les recherches. Hier, quand nous faisons les recherches, nous avons contacté la brigade des sapeurs-pompiers, mais personne n'est venu. Malgré l'inquiétude et l'amertume causées par la disparition des 3 pêcheurs, les acteurs de la pêche à Soumbédioune restent plus que jamais dévoués à retourner en mer. Selon eux, cette disparition n'est qu'un accident de travail.
Merci beaucoup, Boubacar Dien. 1039 individus ont été interpellés un mois après le lancement de l'opération Samosounou Karangé à Touba. Le commissaire spécial de la ville évoque aussi la saisie de 4 tonnes de riz impropre à la consommation et plus de 9 kg de drogue dure. La police de Touba a d'ailleurs lancé la deuxième phase de cette opération Samosounou Karangé. Correspondance Gourandaklo et Tchernofaye. 1039 personnes interpellées pour divers crimes. Tel est le bilan de l'opération Samosounou Karangé lancée au mois dernier par la police. 1039 personnes ont été interpellées, dont 741 personnes pour vérification d'identité, 18 pour usage et détention et offre de sang indien, 22 pour vagabondage, 92 ivresse publique manifeste, 28 usage de produits sérologiques, 14 pour flagrant délit de vol, 16 pour jeu de hasard, 42 pour nécessité d'enquête, 12 pour conduite sans PC, 1 pour vol avec violence, 2 pour entrave à une action de la police, 3 pour tentative de vol avec violence, 1 pour tentative de viol. Le commissaire annonce également le démantèlement d'un gang qui opérait entre Touba et Mbaké. Interpellation du nommé Moud Awabalasek, qui serait le cerveau de la bande qui avait attaqué la station ex-Elton de Mbaké et la station sur la route de Ndjourou dans la nuit du 12 au 13 décembre 2019. Ce dernier a été également cité dans un cas de vol de véhicule dans la nuit du 12 au 13 octobre 2019 à Mbaké. Bassirou Sarr parle aussi de la saisie de 4 tonnes 500 de riz impropre à la consommation. 4 tonnes 400 de riz impropre à la consommation ont été saisies par le poste de police de Fouimbinde. L'enquête suit son cours normal. Face à la presse, le commissaire divisionnaire Mamadou Bokarli, par ailleurs directeur adjoint de la sécurité publique, lance déjà la phase 2 de l'opération Samosounou Karangé qui va durer 2 mois. Remous dans le secteur de la santé. Le cadre unitaire des syndicats de la santé va entamer son deuxième plan d'action. Grève totale les 25 et 26 février prochains sur l'ensemble du territoire national. Ces syndicalistes du secteur de la santé pointent un manque de considération de la part de l'État du Sénégal vis-à-vis de leurs revendications. Adam Assar et Barassou ont assisté à leur conférence de presse ce matin. Le cadre unitaire des syndicats de la santé QCJS déroule son deuxième plan d'action par une grève générale sur l'ensemble du territoire les 25 et 26 février prochains. Le maintien du mot d'ordre est lié à l'absence de volonté de la part du gouvernement, selon les syndicalistes. Il faut retenir que le 25 et le 26, il y aura une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Donc dans toutes les structures hospitalières, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les centres de santé, les postes de santé, ou en tout cas les services qui sont rattachés au département du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc c'est lié au fait que le 5 février, après notre dépôt de préavis, le ministère de la Santé avait dit nécessaire de nous appeler pour des discussions. On avait fondé des lieux d'espoir, on avait des lieux d'espoir par rapport à cela, parce que ça a tellement duré, d'autant plus que les points sur lesquels on devrait discuter sont des points qui sont faciles à régler et à réaliser. On devrait se rencontrer la semaine suivante. À notre grande surprise, c'est le secrétaire général du ministère qui fait une autre convocation. Et bizarrement, tout ce qui était à la rencontre du 18, où des engagements avaient été pris, ont disparu en tout cas de la feuille de présence. La situation de la pharmacie nationale d'approvisionnement a été évoquée. L'autre élément qui nous inquiète, c'est la situation de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Voilà une structure qui, normalement, s'ils mettaient même un seul franc sur chaque produit, ne devrait même pas avoir de problème, parce qu'ils n'ont pas de charge pratiquement. Cette structure avait une réserve assez importante dans le passé, comme l'IPRES. Mais aujourd'hui, quand cette structure va jusqu'à avoir une dette de presque 13 milliards, et que même si vous voulez commander du coton, vous n'en avez pas, ça veut dire que la situation sanitaire de notre pays est assez inquiétante. De l'avis de Chersek, la situation des hôpitaux est pire que le coronavirus. Aujourd'hui, on nous tape en nous parlant de coronavirus parce qu'il n'y a pas un seul cas. Peut-être c'est ce qui fait l'actualité.
Mais il y a des choses pires et plus graves dans notre système de santé, et pour lesquelles le président devrait se prononcer, pour régler définitivement. Sinon, on va droit vers la catastrophe. A signaler que le service minimum sera respecté durant cette grève de 2 jours. Et cet exemple de développement communautaire, les jeunes du mouvement Samagor Samayite de Yeumbeul se sont mobilisés pour promouvoir l'esprit de développement et d'entraide dans leur localité. L'acte posé ce jeudi, une journée de consultation gratuite pour tous les enfants âgés de moins de 5 ans. Mamadou Lamine Fati, que nous retrouvons là-bas. Samagor Samayite, une association de jeunes de Yeumbeul Sud, qui œuvre dans le social, l'environnement, le développement et l'éducation. Ce matin, on avait fait une consultation gratuite. Le soir, on a fait une vaccination des enfants de 0 à 5 ans et les filles de 9 à 10 ans sur l'IPH du cancer du col de l'utérus. Oui, le matin, c'était au niveau de la santé. Le soir, nous sommes venus pour faire un peu du social en offrant des élèves, les meilleurs élèves du quartier, des diplômes. Aussi des balais aux GIE, dans le but de les aider parce qu'ils ont des problèmes pour balayer le quartier, raison pour laquelle nous les avons venus en aide pour les aider à mieux faire le travail correctement, pour que cet endroit puisse être toujours correct. Un an après la création de leur association, les membres de Saksai projettent de mettre l'accent sur la gestion de l'environnement. Ils appellent les populations au changement des comportements. Toute la population de la commune de Yeumbeul Sud, c'est d'abord d'être toujours au service de leur commune, avant tout. Parce que Yeumbeul Sud, franchement, on souffre. On n'a pas de stade, Yeumbeul n'a pas beaucoup d'infrastructures. Même ici, pour aller à l'hôpital, on se fatigue pour aller au dispensaire d'Our. Nous lançons un appel solennel à tous les autres de Yeumbeul de venir en aide à cette population, d'aider les enfants. Ensuite, on vit le chômage ici, l'insécurité, le banditisme. Franchement, c'est le message que vous voulez lancer à toute la population de la commune de Yeumbeul Sud. Conscients de leur rôle dans la société, les jeunes de l'association Samagor Samayite de Yeumbeul Sud veulent impulser des valeurs d'altruisme et de solidarité dans leur localité. Merci beaucoup, Mamadou Lamine Fati. Nous parlons économie. Les taux d'intérêt débiteurs appliqués par les systèmes de finances décentralisés sont jugés élevés. Et c'est pour cette raison que le ministre ou le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a convié tous les acteurs dans un atelier de concertation pour des solutions à l'amiable. Mortala Anne et Souleymane Meng pour le compte-rendu. L'intérêt de ces échanges porte sur l'allègement des taux d'intérêt débiteurs. Proposer des solutions idoines pour permettre aux populations d'accéder à la microfinance. Pour justement répondre à une invite que M. le Président de la République avait lancée au secteur pour revoir, entre autres questions, la problématique de l'allègement des taux d'intérêt débiteurs qui sont appliqués par le système financier décentralisé. Et donc, il faut d'abord saluer la disposition extrêmement positive de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qui est très ouverte à approfondir la réflexion sur ces questions. Malgré les avancées significatives et le respect sur la loi sur l'usure, plusieurs difficultés affectent les interventions des SFD et l'accès des populations. Il s'agira aujourd'hui, parce que dans les discours, nous avons l'impression qu'ils ont l'intention de revoir le taux nominal et le taux effectif global. L'ACSIF demande à ce que le taux annuel effectif global soit revu. Autrement dit, c'est le taux annuel effectif global qui reflète le coût réel de l'argent. C'est l'expression de la réalité financière qui permettra à l'usager de savoir exactement et annuellement combien lui revient cet argent. C'est ça le taux annuel effectif global. Ce qui est inacceptable parce qu'il arrive à des usagers de faire des rachats ou bien des paiements par anticipation, ceux-là perdent. Cet atelier répond à l'appel du chef de l'État lors du salon tournant de l'économie sociale et solidaire. La rencontre se poursuit sur 2 jours. Des recommandations sont attendues au terme des échanges.
La problématique de la dette du Sénégal abordée lors de cet atelier. Le ministre de la Microfinance assure que le Sénégal est toujours crédible aux yeux de ses partenaires. Zahra Yantiam, que voici. Je pense que le consensus de Dakar a jeté les bases de la réflexion, puisque comme l'indiquait Monsieur le Président de la République, l'Europe a pu se développer sur la base d'une certaine liberté par rapport aux critères de convergence qui nous sont appliqués présentement. Et le consensus de Dakar a cette particularité d'avoir non seulement nos pays qui étaient à la table des discussions, mais également amener les préoccupations des populations. Et donc aujourd'hui, ça doit être une question dynamique qui doit être traitée à l'aune des objectifs, à l'aune des priorités des pays. Et donc le Sénégal ne s'endette pas comme il veut, puisque pour être crédible et bénéficier de la confiance des partenaires, notamment internationaux, il faut avoir certaines prédispositions. La journée internationale de la langue maternelle célébrée ce vendredi sous le thème des langues transfrontalières, facteurs d'intégration. Le ministre de l'Éducation nationale en a profité pour faire le point sur l'intégration des langues nationales dans le système éducatif. Le processus est enclenché. 7 régions du Sénégal sont en phase test avec 3 langues nationales. Mamadou Talla se dit satisfait des premiers résultats. Une satisfaction exprimée au micro de Oumar Khan et Bachir Sow. On a déjà commencé à harmoniser. Si nous prenons déjà dans 7 régions, nous avons la langue Pulaar, le Wolof et le Serer. Dans déjà cette région. Donc vous voyez, il ne reste plus que cette région. À partir des 22 langues codifiées, nous avons 3 langues dans un des programmes qui enseignent dans nos écoles. Et nous sommes en train de passer encore à d'autres langues. Donc il est préférable qu'on harmonise d'abord nos méthodes d'apprentissage et le choix des langues avant de le généraliser. Mais ce qui est important, c'est de se dire que nous avons commencé à utiliser leur langue nationale dans nos enseignements et apprentissages à l'école élémentaire. Et c'est une des conditions de réussite parce qu'il est prouvé que tous ces élèves qui l'ont fait dans les 3 premières années, arrivés jusqu'en CM2 ou après, ils ont des résultats meilleurs, ils comprennent mieux. La langue maternelle, c'est elle qui accueille toutes les autres langues. C'est elle qui véhicule la culture. Et la culture, c'est elle, c'est la langue qui permet donc de nous dire que nous transmettons nos valeurs ça permettrait donc de faciliter la paix, la relation entre générations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs le thème concerne donc toutes les langues qui sont transfrontalières, que ce soit le Sénégal et la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée. Nous avons des langues qui sont parlées de part et d'autre. Et ils sont nombreux, ces Sénégalais qui ne comprennent pas et ne parlent pas leur langue maternelle. Ils se débrouillent avec quelques notions les plus courantes. La faute à qui? Aux parents, dira-t-on. Le reportage est signé Oumar Khan et Bachir Sow. Ces 2 parents sont sérères, mais ils ne parlent pas sérère mieux que moi. Si Serigne Saliou Diouf ne parle pas bien sa langue maternelle, c'est parce qu'à la maison, les échanges ne se font qu'en langue wolof ou en français. Pourtant, il aurait bien aimé parler couramment le séréer. On ne parle que wolof ou français à la maison. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien séréer. J'aimerais bien entendre séréer, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Les quelques notions que Serigne Saliou Diouf a en langue séréer, Adji Koumba Sène, elle ne les a pas. Ni en bambara, sa langue maternelle, ni en séréer, sa langue paternelle, parce qu'elle n'a pas baigné dans les langues maternelles de ses parents. Se dédouane-t-elle? Je peux parler que le wolof, mais je ne peux pas parler ni séréer ni bambara. Je n'ai pas trouvé ma mère ni mon père parler séréer ou bambara. J'ai appris que le wolof. Cheikh Djibril Sow, pour sa part, maîtrise bien sa langue maternelle. S'il manie bien la langue peul, c'est grâce à un papa exigeant. Une exigence qu'il compte reproduire avec ses enfants, lui aussi. On existe à la maison. On est obligé de parler pulaar à la maison. Sinon, papa va nous gronder dessus. Et je vais en faire pour mes enfants, au futur. Un bon père, M. Gueye, oblige ses enfants à parler wolof à la maison, histoire de s'enraciner davantage avant de s'ouvrir au monde. J'exige vraiment qu'ils parlent wolof à la maison parce que c'est notre langue maternelle et
On doit vraiment être enraciné dans nos valeurs quand même. Hein? On peut bien être moderne, ouvert et tout, mais être enraciné dans ses valeurs quand même. Chez beaucoup de jeunes, la langue d'apprentissage semble avoir pris le dessus sur la langue maternelle, même si en milieu rural, les langues nationales résistent encore. Merci beaucoup Omar Khan. Une note de sport à présent. Début difficile pour les Lions de la boxe au tournoi qualificatif Tokyo 2020. Pape Mamadou Ndiaye, premier Lion, a monté sur le ring, s'est incliné au point face à son adversaire angolais. Moustapha Gabar Diop et Augustin Mandon l'ont interrogé. Je suis très désolé, mais c'est la volonté divine. Je me suis bien entraîné, j'ai fait des combats. Je me suis été préparé à New York. J'ai fait des grands combats, j'ai gagné, mais quand je venu, je ne sais pas. Peut-être c'était un peu la fatigue parce que j'ai venu 6 jours avant la compétition et je ne me suis pas bien récupéré. Le combat était bien commencé au début, mais j'ai pris un coup qu'on m'a donné 8 comptes en boxing. C'est peut-être ça qui m'a pénalisé. J'essaie de daber la deuxième reprise et la troisième, j'ai fini fort. Mais c'est Allah qui veut que ça soit comme ça. Alhamdulillah, je prie pour que au minimum 2 ou 3 pour aller aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. C'était mon rêve. Je ne pensais jamais que j'allais perdre ces combats-là parce que je fais des plus grands combats à New York. À noter que Matar Sambo va représenter le Sénégal aujourd'hui dans la catégorie des 57 et 63 kg. Transition pour accueillir notre invité du vendredi. Et notre invité ce soir, Cher Tidiane Sarr, directeur des infrastructures au ministère des Sports. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, pour commencer, un petit bilan de l'ensemble des travaux de réfection entamés ou non sur l'ensemble du territoire national. Oui, tout d'abord, vous me permettrez de féliciter, de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir compris que le Sénégal est un pays de sport, est un pays de sportifs, et de pouvoir en tout cas offrir aux Sénégalais ce bijou dont la pose de la première pierre a été effectuée hier. Et nous allons y revenir tout à l'heure. Nous allons y revenir tout à l'heure. Je pense que le Sénégal s'est engagé dans le cadre du développement du domaine du sport à réaliser des infrastructures sportives de qualité. Aujourd'hui, si vous regardez, le pays est en chantier. Nous avons dans notre programme beaucoup de réalisations et des projets qui sont en cours. Je voudrais en tout cas rappeler qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas à se plaindre. Dans toutes les régions du Sénégal, nous avons des stades régionaux. Aujourd'hui, nous avons des projets de réhabilitation, d'infrastructures qui vont nous permettre, dans les années à venir, d'accueillir des compétitions de grande envergure, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse et d'autres compétitions continentales. Je voudrais en citer le projet de réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, qui va se faire sous peu avec la coopération sénégalaise. Je pense que les équipes en Chine sont en train de se préparer, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est avec la coopération, donc c'est les passations de marché qui sont en train d'être faites pour pouvoir permettre de choisir l'entreprise qui va faire les travaux. Donc c'est à cause de ça que les travaux tardent à commencer, parce qu'à chacune de ces sorties, le ministre des Sports insiste particulièrement sur la réhabilitation du stade Léopold Sédar Senghor, mais à l'heure actuelle, le stade est toujours ouvert. Oui, bon, le stade est fermé maintenant, parce que nous attendons l'arrivée des Chinois. Vous savez, comme au Sénégal, dans chaque pays, il y a des procédures au niveau des passations de marché. Mais je pense que ça ne va pas tarder, parce qu'aujourd'hui, aux dernières nouvelles, les entreprises sont en train d'être choisies et bientôt, elles vont arriver au Sénégal pour la réhabilitation. En dehors de cela, il y a un grand programme
de construction d'infrastructures sportives au niveau, sur l'ensemble du territoire national. Nous pouvons citer aujourd'hui la construction du stade Babacar Seye qui va être reconstruit, et le stade de Mbaké, mais aussi le stade Demba Diop qui va être réhabilité. Et en dehors de cela, nous pensons que aussi ces dernières années, le Sénégal s'est doté d'infrastructures de grandes envergures, notamment l'arène nationale, le Dakar Arena, et c'est dans cette lancée que le chef de l'État a inscrit, en tout cas, la construction du nouveau stade du Sénégal qui va être construit à Diamniadio. Oui, justement, les travaux ont été lancés hier et Macky Sall vous a demandé, vous, ministère des Sports, de mettre tout en œuvre pour que le Sénégal puisse organiser une Coupe d'Afrique des Nations dans 4 ans. Maintenant, concrètement, en dehors du stade dont les travaux ont été lancés hier, à quoi devrait-on s'attendre en termes d'infrastructures? Oui, vous savez, l'organisation de la CAN requiert, en tout cas, il y a un cahier de charge. Et ce cahier de charge, en tout cas, insiste beaucoup sur la présence d'infrastructures de qualité. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, avec les projets qui sont lancés, peut bien s'inscrire, en tout cas, dans l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations dans les années à venir. Le président de la République, aujourd'hui, qui s'est engagé et a donné des instructions aux autorités pour qu'on travaille dans ce sens, ça c'est ce qu'il fallait attendre. Et je pense que si on a l'engagement de l'autorité, nous avons en tout cas la chance de tout réussir. Aujourd'hui, organiser une CAN, il nous faut à environ 4 à 6 stades. Et je pense que avec les projets que nous avons, d'ici 2 à 3 ans, je pense que le Sénégal pourrait être prêt pour organiser cette compétition. Je vous ai donné tantôt l'exemple du le nouveau stade qui va être construit, mais aussi le stade Léopold Senghor qui va être réhabilité, le stade Demba Diop, mais aussi dans le cadre toujours de la coopération avec la République populaire de Chine, le stade Aline Sitoé Diatta va être remis à neuf, le stade Lamine Gueye de Kaolack, mais aussi le stade Elimane Fall de Diourbel. Et je pense que avec le stade aussi de Thiès, aujourd'hui, nous avons la possibilité, avec une certaine amélioration de l'existant, de pouvoir présenter, en tout cas au public sportif, 4 à 6 stades qui pourraient accueillir ces compétitions. Donc je pense que, je peux dire pour me résumer, que je pense que le Sénégal sera prêt, en tout cas dans les 4 à 5 ans à venir, de pouvoir accueillir une compétition de cette envergure. Moi, ce que j'aimerais comprendre, en fait, c'est que toutes les réflexions dont vous avez fait allusion tout à l'heure, tous les stades qui doivent être réhabilités, les travaux n'ont pas tous démarré. Vous avez parlé dans un futur éloigné, je vais dire éloigné. Dans un futur proche, parce que je pense que tous les travaux que j'ai annoncés vont démarrer en 2020, dans le courant de cette année 2020. Donc c'est dans un futur très proche, parce que toutes les dispositions ont été prises, en tout cas par l'État du Sénégal, pour faire ces travaux. Donc je pense que dans un futur très proche, ces travaux vont démarrer, je dirais bien en 2020, et la CAN pourrait s'organiser dans 5 ans, je dirais, ou 6 ans. Parce que, et ça, je pense que d'ici là... Vous pensez que le Sénégal sera carrément prêt pour ça? Le Sénégal sera prêt. C'est un paquet de normes auxquelles il faudrait répondre. Oui, mais non, c'est ça. Parce que c'est ça aujourd'hui notre ligne. Je pense que dans toutes les nouvelles constructions, nous allons prendre les dispositions pour que les stades puissent répondre aux normes de la FIFA. Et ces infrastructures qui ne répondent pas aux normes seront réhabilitées et mises aux normes. Et je pense que si on suit ce processus-là, dans 3 à 4 ans, le Sénégal n'aura plus à envier aux grands pays de football. Et tout ne risque pas d'être centralisé à Dakar? Non, je vous l'ai dit tantôt. Je pense que, parce qu'on parlait de football, vous avez parlé de Cannes, j'ai parlé, mais nous avons en tout cas d'autres projets pour les autres sports, je dirais. Cette année, Saint-Louis va démarrer son palais de sport. J'ai parlé de Babacar Seye qui sera reconstruit. Mais aussi dans l'enceinte du stade Mawade Wade, nous avons prévu de construire, à partir de cette année, un palais de sport qui va accueillir le basketball et en tout cas tous les sports de salle. Et il y a aussi une certaine décentralisation de nos activités, une déconcentration. Parce que j'ai annoncé tout à l'heure Aline Sitoé Diatta, j'ai annoncé
Kaolack, j'ai annoncé Diourbel, et ce sera la même chose aussi pour Mbour. Et cette année aussi, nous allons démarrer la construction, et c'est dans le budget en tout cas de cette année, la construction du stade de Mbacké. Donc vous avez vu, nous ne sommes pas seulement à Dakar, et Kédougou, Sédhiou et Kaffrine auront leur stade régional. Et les travaux ont démarré pour les deux. Pour Kaffrine, ce sera pour cette année. D'accord. Et dans votre politique de réhabilitation, est-ce qu'on peut dire que toutes les autres disciplines sportives se retrouvent dans ces infrastructures nouvelles qui seront construites au Sénégal? Oui, je dirais oui. J'ai donné quelques exemples. J'ai démarré par dire que le Sénégal vraiment n'a pas à... on ne peut pas dormir sur nos lauriers, d'accord. Oui. Mais nous avons dans toutes les régions un stade régional. Et dans le stade régional, nous avons un terrain de football en gazon synthétique, nous avons une piste d'athlétisme pour l'athlétisme, nous avons un terrain de basket multifonctionnel pour le basket, le handball, mais aussi à côté, nous avons parfois même des salles pour certaines infrastructures qui permettent, qui peuvent être utilisées par les arts martiaux ou pas. Maintenant, je dirais que dans toutes les nouvelles infrastructures, tous les sports sont pris en charge. Parce que le football, effectivement, dans un stade, il faut qu'il y ait un terrain de football. Oui. Mais nous prévoyons toujours dans les annexes des espaces qui pourront être utilisés par tous les autres sports, les sports de salle ou les sports les arts martiaux. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher Tidiane Sarr. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour nous. Et je rappelle que vous êtes le directeur des infrastructures au ministère des Sports. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. C'est donc la fin. Merci à toute l'équipe de la régie. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour le journal sur ITV. Bonsoir à tous.